de l'histoire de la photographie et puis des codes photographiques. Et ce faisant, je voudrais en préambule donner deux avertissements. Le premier, c'est que je vais faire du prosélytisme pour la photographie en tant qu'art à part entière. Donc je vais l'opposer à l'ensemble des autres actes picturaux, comme la peinture, comme le graphisme. Et également que mon discours est absolument un discours de tolérance et pas du tout un discours d'égo ou quoi que ce soit. Donc si je vous froisse dans mes propos, soyez indulgents à mon égard. En ce qui concerne la photographie, bien sûr, nous en faisons tous, mais nous n'en faisons pas comme la globalité, comme la plupart de nos concitoyens. Il est arrivé, bien sûr, de rentrer chez un marchand, un façonnier photographique en ville, et vous voyez, il vend un appareil photographique et aussitôt, notre client de sortir, de porter l'appareil au niveau de l'œil, de déclencher et de faire une photographie. Mais ce faisant, à part le fait qu'elle soit issue d'un appareil faisant des photographies, peut-on appeler ça une photographie? Pas sûr, si je regarde les photos que vous mettez dans les concours ou les photos que vous donnez pour qu'elles soient publiées dans France Photo, dans le Challenge ou dans le Défi. Donc on est à même de se poser, mais quel type de photographie nous faisons? La première des choses, c'est que la photographie a revendiqué dès son origine un statut d'art à part entière. Vous savez qu'on a eu des problèmes dans la reconnaissance de l'art photographique. Même si les poussées, les aventures par rapport à l'art sont produites dès le XIXe siècle, dès la moitié du XIXe siècle, il faut attendre en France un discours de Jean Zay, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, à l'Assemblée nationale en 1937, pour dire en tout mot, ça suffit, la photographie est un art. Parce qu'en France, on peut constituer les arts en deux catégories, les arts majeurs, c'est-à-dire les 6 arts provenant de l'Antiquité, et puis un autre art qui naissait, le 7e, et on a donné à la photographie l'attribut de 8e art. Avait-on réglé le problème en France, alors que dans les pays anglo-saxons, le problème avait été réglé par rapport à l'art dès la fin du XIXe siècle? Eh bien non. En France, ça n'a pas fonctionné. Et les photographes, que ce soit les grands photographes que vous connaissez et qu'on a plaisir à citer, Douaneau, HCB, etc., jusqu'aux photographes modernes, ce n'étaient pas des artistes. Et il faut attendre 2007 pour qu'enfin la communauté nationale reconnaisse un auteur photographique comme un artiste. Et c'est Lucien Clerc qui rentre, l'Arlésien, qui rentre à l'Institut, donc à l'Académie des Beaux-Arts, en 2007. Donc en France, le problème est réglé depuis 2007. Les photographes qui réfléchissent à la façon dont ils font leur photographie sont des artistes et œuvrent pour une photographie d'art. Alors, puisque c'est un art, la photographie va délivrer des messages, va communiquer entre le photographe et le public qui vient regarder les photographies. Et comme tout art, elle utilise un langage, nous utilisons le langage photographique, et ce qui caractérise un langage, c'est deux choses. C'est un moyen de communication, c'est un moyen d'expression, et c'est surtout une singularité. D'où l'intérêt, quand nous faisons des photographies, d'avoir une pratique singulière. Prenons un exemple. Si vous utilisez une pratique picturale issue de la peinture pour faire une photo, à mon sens, ce n'est pas une photographie. Nous sommes dans la situation de l'individu qui vient d'acheter un appareil photo et qui sort dehors. Je prends un exemple très simple. Nous avons cité au moment, tout à l'heure, quand on parlait du congrès de Patrice, le gars de chez Nikon qui vendait des appareils photo au congrès, quand il voit un client, visiblement débutant, et il dit, vous sortez dehors, vous mettez l'horizon au tiers de l'image, sur une ligne de force au tiers de l'image, vous mettez le clocher d'église, parce que quand on sort de son magasin, on voit l'église. La règle des 2 tiers, 1 tiers, c'est pas une règle photographique. Et quand on dit aux jeunes qui viennent dans nos clubs, oh, il faut apprendre à transgresser les codes. Bon, on peut transgresser tout ce qu'on veut, puisque ce n'est pas un code photographique. Entre une petite parenthèse, la règle des tiers, 1 tiers, c'est ce qu'on appelait la règle de Doré, le nombre d'or. Voilà, la règle de Doré. Et au Moyen-Âge, on appelait ça la divine proportion. Vous voyez, toujours avec une connotation
j'allais dire, mentale, une motivation psychologique, et pas quelque chose d'objectif. C'était une parenthèse. Donc, notre photographie, elle va sans arrêt, essayer d'avoir un langage. Alors, ce langage, ce n'est pas un langage de littérature, ce n'est pas un langage de langue orale organisé avec des mots, hiérarchisés chronologiquement ou non au sein de phrases, au sein de pages. C'est un langage qui va utiliser des codes graphiques. Mais en utilisant des codes graphiques, il faut être persuadé, il faut être conscient que la personne à l'autre bout qui regarde vos photographies comprenne les codes que vous utilisez. Quand nous faisons une photographie trop compliquée, utilisant des codes très élaborés, mais que votre public n'a pas, le public va dire que votre photo, elle n'est pas bonne. C'est n'importe quoi. Combien de fois avons-nous rentré dans des galeries, ayant vu des photographies, on pourrait dire avant de dire qu'est-ce que c'est que ça? Mais est-on sûr de posséder les codes utilisés dans la photographie? Quand pour la première fois vous prenez un livre de Nietzsche par exemple, voilà, la première fois que je l'ai lu, j'ai été obligé de relire les phrases au moins 3 fois avant d'en comprendre une. J'ai dû mettre 6 mois à comprendre le livre. C'est que, visiblement, le livre n'était pas écrit pour moi. Personne n'est fait forcément pour des études universitaires. Quand vous donnez une photographie, il faut que votre public puisse comprendre votre photo. Est-ce qu'à la Fédé, on n'a pas cette image du public? Écoutez, est-ce qu'on communique à l'avance les noms des juges des concours? La réponse est non. Pas longtemps à l'avance. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on prépare nos photographies, à juste titre, en fonction des juges qui vont être là. C'est donc qu'en arrière-pensée, nous avons l'idée qu'on va manipuler les codes qu'on va mettre dans notre photographie. Alors prenons un exemple, parce que j'en ai parlé dans la lettre de la Fédé. Le premier code photographique que la photographie a donné, et qui est d'ailleurs son acte fondateur, 1860, c'est une lettre de Margaret Cameron, une Britannique, qui était photographe de la cour, et qui envoie une lettre à John Herscher, le physicien, et qui lui dit: moi je ne vois pas pourquoi on me dit que la façon dont je mets au point la netteté est une chose mauvaise ou est décalée par rapport à la réalité. Parce que, rappelez-vous vos souvenirs d'université ou quand vous visitez des musées. Je ne parle pas des œuvres modernes qui piquent les idées à la photo maintenant. Mais avez-vous vu un seul tableau flou ou avec une zone de flou? Jamais. Un peintre, et j'en sais quelque chose, à la maison j'en ai un. Mon épouse est peintre. Elle ne fait jamais une image avec du flou dedans. Et je vous défie de trouver dans un musée, sauf dans les arts picturaux modernes, mais dans l'histoire de la peinture, un tableau avec du flou. Vous n'en trouverez pas. Et qui amène le flou dans le domaine pictural? C'est la photographie. 1860, c'est le premier code photographique utilisé. D'ailleurs, regardez un petit peu ce que font les logiciels de retouche d'image ou les appareils photo maintenant. Je vais acheter un appareil photo, je touche sur l'écran et il fait flou là où je touche. C'est donc que quelque part, on a une notion, ou un concept de flou, de gestion du flou à l'intérieur de nos photographies. Et puis le temps va passer, et on va avoir un autre code qui est aussi un acte fondamental qui se développe un tout petit peu avant, on va dire 20 ans, avant le basculement, je veux dire sur le XXe siècle, c'est qu'on va comprendre que l'instant magique en photographie, ça n'existe pas. Des gens comme Doisneau, des gens comme HCB n'y croyaient même pas. Willy Ronis non plus. Ils faisaient poser leur modèle, même en photographie de rue. Tenez, on va même aller plus loin. Robert Capa, vous avez tous vu la photographie de son soldat foudroyé pendant la guerre espagnole. C'est un acteur. La scène citée n'est pas à l'endroit où normalement le soldat aurait dû être mort. Regardez son GI qui vient de débarquer sur la plage d'Omaha, qui est allongé. Lui, il rentre dans la scène, il photographie. Quand il envoie sa pellicule au laboratoire qui est sur le bateau, le laborantin met dessus flou. Donc il rejette l'image.
Et puis le journal qui reçoit les bobines dit c'est génial. On a ici une gestion de l'image qui n'est pas forcément l'instant magique. Et cette gestion de l'image va être aussitôt agrémentée d'un travail de laboratoire. Et ce travail de laboratoire va consister à transformer la réalité dans des ambiances. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait du grattage. Ça diffuse la lumière. On fait des mouvements de la surface sensible qui va créer l'image en dessous du négatif qui est projeté. On a donc une manipulation de l'image, on a donc un travail de laboratoire. En un mot, on a ce qu'on appelle la transformation d'un instant réaliste en une atmosphère subjective, parce que ça ne correspond pas à la réalité. On va tellement compliquer à la bascule du 20e, du 19e et du 20e le travail de laboratoire que quelques photographes vont dire « Oh, ça suffit, il faut arrêter pour venir à l'essentiel. » Vous connaissez, vous avez tous vu la photographie du pont de Brooklyn, pris d'en haut avec New York en bout, avec un peu de flou, un peu brumeux, la photographie des Watch Station, on la verra tout à l'heure. C'est un retour en arrière. On essaye de simplifier un petit peu le travail du laboratoire. Ça, c'est le mouvement pictorialiste et la photosécession. Et puis la guerre de 1914-1920 arrive. Comme tout conflit, elle ne laisse pas indemnes les gens qui vivent ou qui ont vécu l'événement. Donc là, vous avez une photographie qui va partir absolument dans toutes les directions, y compris faire des photographies sans appareil photo. On a une déstructuration de l'esprit et on se projette dans un avenir meilleur. Deux tendances qu'on verra tout à l'heure. Celle qui consiste à dire « Wow, ça ira ». Donc ces gens-là vont travailler le flou. Vous verrez, il y a un mouvement italien qu'on appelle le futuralisme, on verra quelques photos. À Reims, c'est pas pour dire, vous avez un mouvement intellectuel qui s'appelle Le Grand Jeu, avec un photographe qui s'appelle Arfo, dont on a des photographies au Louvre ou dans différents musées, qui travaillent sur le dédoublement de la personnalité. Et puis enfin, on a des auteurs en révolte, et c'est le constructivisme russe, donc qui étudie les collages, la photomontage, qui étudie les rayogrammes, et puis vous avez tout de suite après le mouvement Dada, qui déstructure encore plus les images. Vous avez ensuite, puisque le mouvement Dada est quand même une impasse par rapport à la révolte, un mouvement un peu plus apaisé qui est le surréalisme, avec une entrevue à la mutualité entre André Breton, qui représente le mouvement surréaliste, et Rodchenko, celui qui représente le constructivisme russe, qui ne sont pas dans le même état d'esprit que nous. Ça se termine une bataille à coups de béquille. Et ils ne se reverront jamais. Donc une incompréhension totale entre les deux mouvements. Et puis quand même, les choses s'apaisent, on a d'autres personnes qui travaillent dans d'autres directions, et cette fois-ci, on va réfléchir sur les cadrages, parce qu'on a des nouveaux objectifs qu'on avait utilisés à la fin du 19e et puis qu'on avait laissés de côté. Et ces nouveaux cadrages permettent de hiérarchiser les différents éléments qui sont à l'intérieur de l'image. Vous savez que on est fait d'une certaine façon. Et nos yeux ne sont pas innocents. Nos yeux voient mieux le net que le flou. Nos yeux voient mieux les surfaces blanches que les surfaces ou les éléments blancs que les éléments noirs. Nos yeux voient mieux les zones fortement contrastées et non les zones faiblement contrastées. Nos yeux voient mieux, c'est moi président, je suis en train de faire ça, les lignes obliques plutôt que les lignes horizontales. Les éléments humains plutôt que les objets. Ensuite viennent en hiérarchie les animaux. Les gros objets, les objets volumineux, sont davantage perçus que les petits objets. Mais la nature, elle est rarement comme ça. Face à un paysage, urbain ou rural, il n'y a jamais de gros objets. Tout seul. Il va donc falloir essayer de travailler les cadrages, les perspectives. Les peintres, quand ils arrivent face à un paysage, c'est ça. Me permet de singer un peintre, mais c'est pas, à part le prosélytisme pour la photographie, c'est pas une insulte à leur égard. Donc le peintre est là. Il arrive face à un paysage, il regarde, il met sa toile, pardon, si vous êtes le paysage, il met sa toile,
Et nous avons une perspective angulaire plate. La photographie, c'est jamais une perspective angulaire plate. Une photographie, c'est, comme moi j'étais gamin, dans mon club photo, parce que j'étais gamin, c'était en paysage, on ouvrait les coffres, on se garait, on montait tout en haut de l'escabeau. Le meilleur photographe du club, c'était celui qui avait le plus grand escabeau. Il photographiait son paysage. Il avait une plongée. Donc le contraire d'une perspective plate. Si vous voulez que vos photographies soient bien, il faut hiérarchiser cette fois-ci votre point de vue, c'est-à-dire ou en écrasant les objets ou en les diminuant de taille, parce que d'autres seront plus importants. De la même façon, tout de suite, dès que vous avez une perspective de plongée, vous avez immédiatement une perspective de contre-plongée. Hein, c'est la photo. Tu as fait de la gymnastique. Bon. Et j'arrête là pour une raison simple, c'est qu'après, la maréchaussée intervient tout de suite, parce que la bienséance des mœurs n'est pas respectée en ville. Mais quand vous avez des chamois, des choses comme ça, vous pouvez y aller, ça ne mange pas de pain. Donc là, nous avons une perspective angulaire qui n'est pas plate non plus, qui est opposée à la plongée, qui est la contre-plongée. Ce sont deux nouveaux cadrages qui vont être développés entre les années 1920 et les années 1950, à peu près. Et les photographes vont s'engouffrer dans ces perspectives. Et vous voyez les choses d'une façon nouvelle. Pourtant, rappelez-vous, vous avez de nouveaux objectifs. Et alors là, il y a une petite période de flottement. En 1890, 1910, une période de flottement. Parce que le photographe, il devient un cul-de-jatte. Vous me demandez pourquoi, je vais vous le dire. Il a une chambre de voyage. C'est chiant, c'est un boulot, mais il a une chambre de voyage. Il s'approche. Oh, lui, tiens, j'ai voulu faire un beau portrait. Je mets un objectif là, je le vois. Pas si gros. Allez, change d'objectif. Oh, là, il faut que je m'éloigne. Non, on prend les deux mêmes objectifs, on les met tête bêche, autour du diaphragme, on le remet, ça divise la focale par deux, on prend photo. Ça fait des photos superbes, extraits. Avec un objectif symétrique, vous n'avez plus de distorsion, plus rien du tout, c'est le bonheur. Vous faites la photo. Donc vous êtes devenu un cul-de-jatte. Pour vous rapprocher, vous mettez une espèce de télé, une focale plus longue. Pour vous éloigner, vous mettez un grand angle, et l'affaire est dite. Sauf que dans les années 20, on pense la photo d'une façon différente. Il y en a un, il ne demande rien à personne, il fait une photo tranquille, et tiens, cette fois-ci, c'est l'or que je prends en photo. Et je mets un objectif. Pof. L'or, elle occupe toute l'image. Là, je suis content. J'arrive à la faire rentrer dans le cadre, je suis content. Puis derrière elle, il y a un paysage, il y a un décor. Mais le décor, c'est le foutoir derrière. Là, il y a des chevaux, là, il y a des calèches, parce que c'est le basculement. Bon, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais fermer, je mets un télé. Fais gaffe, tu n'as pas le bouchon. Mais là, attends, bien sûr. Mais là, pof, l'or. Ah, je l'ai comme en buste. C'est pas grave, je recule. Et je me débrouille pour avoir l'or de la même dimension. Et on comprend qu'on peut hiérarchiser un objet en lui gardant la même dimension, mais en changeant sa dimension relative par rapport au fond de l'image. Cette idée qu'on pouvait changer d'une façon relative la dimension d'un objet dans une image, c'est deux choses. En France, c'est connu sous le nom de deux noms. C'est connu sous le nom de nouvelle vision, mais surtout sous le nom de nouvelle objectivité. Car on voit le monde avec une objectivité nouvelle, pas celle qu'on aurait envie de voir, mais quand même, c'est une vraie réalité, pas celle du passant cul-de-jatte. Alors attention, parfois on peut hiérarchiser l'image ou lui donner une signification sans aller augmenter ou triturer les éléments ou leurs proportions. Prenons un exemple. Quand vous regardez une couleur, entre nous soit dit, l'œil voit mieux les couleurs chaudes que les couleurs froides. Quand dans une image vous opposez les couleurs froides des couleurs chaudes, avec un peu de chance, vous avez pensé à mettre l'objet le plus intéressant du côté des couleurs chaudes. Ceci étant dit, on est bien d'accord que les couleurs ont une signification. Vous mettez sur une photographie de paysage une dominante un petit peu orangée, il n'y en a aucun qui va vous dire qu'on est en plein midi. Les gens vont vous dire qu'on est en fin de journée. Les couleurs ont une signification. Les objets ont une signification. La façon dont vous les mettez a une signification. Ce qui est important dans le langage photographique, c'est d'associer vraiment d'une façon consciente le signifiant et le signifié. Vous mettez un fiacre,
insignifiant. Vous comprenez que la photographie se passe en 1900. Vous mettez, j'allais dire, une crinoline, c'est insignifiant. Vous allez comprendre que la photographie se passe sous Napoléon III. Et donc vous allez donc jouer comme ça, avec des indicateurs d'espace, des indicateurs de temps, des indicateurs de sens, et vous allez aussi jouer avec les éléments de ce qu'on a vu tout à l'heure, les éléments clairs avant les éléments foncés, etc., ce qu'on appelle le regard inconscient prioritaire, qui est partie intégrante de nous, en raison, j'allais dire, de notre condition physiologique, et en fonction parfois de préacquis dus à notre culture. Alors on va voir ça en images. J'espère que ça va marcher. Donc maintenant, après le discours, le réconfort. Des images. Donc c'est pour, j'allais dire, illustrer et rapidement ce que l'on vient de dire. Vous voyez un petit peu, là je vous ai montré deux images différentes. Celle de gauche avant-guerre, c'est une image un peu moderne, puisque c'est une photographie de la photosécession. On n'a pas simplement simplifié l'ambiance, pas simplement simplifié les lignes, mais c'est un peu foutoir quand même. 1920, 1925, nous dit-on, vous avez une photographie à côté, beaucoup plus épurée. Plein écran, peut-être. Mets-toi en plein écran. Je fais comment hein? Ici. Oui, mais je vais perdre mes vignettes. Ah, oui, non, pas de... Ça fait rien, attends. Voilà. Non, il veut pas. Ici, là. Comme ça. Comme ça, ouais. Non, mais je sais pas. Attends, l'affichage peut-être. Plein écran. Plein écran. Vous voyez, hein, rien ne vaut la photo. Hein. Non. Voilà. Ouais. Ah bah écoute, et je fais comme ça avec la flèche alors. Ouais. Voilà. Bien. Voilà, donc c'est les mouvements que je vous ai dit qui étudient le flou, les dédoublements de personnalité. Donc le mouvement le plus important, un tout petit peu en France, beaucoup en Italie. Hein, c'est un mouvement, j'allais dire, qui est immédiatement après-guerre. Là, vous avez donc des photographies, vous avez mis des bicyclettes, vous voyez, avec une exposition multiple. Qui c'est qui a parlé de rafale tout à l'heure? Ça, c'est de la rafale à la chambre. Vous voyez, c'est faisable. Là, on a des aspects de personnalité différents. Hein, en jouant sur des ombres, sur la lumière, des explosions multiples. Et enfin, la photographie marquée fumeur avec une pause longue, c'est pendant la guerre, c'est pour dater, là où on nous montre un petit peu également un dédoublement de la personnalité. Donc on travaille sur ces choses-là. Et puis arrive, n'est-ce pas, le constructivisme russe avec son représentant le plus important, Alexandre Rodchenko. Je vous ai mis deux images, une qui s'appelle le défilé. Hein, là, nous avons une contre-plongée avec des traits, je veux dire, épurés. Hein, le regard est inexorablement attiré par l'embout de la trompette et la bouche. Et puis aussi, non seulement c'est déstructuré, mais ça devient même abstrait. C'est cette femme qui est prise, j'allais dire, sur un damier de lumière et d'ombre. Hein, on arrive à voir ces photographies-là. Quand on voit des photographies, j'allais dire, contemporaines comme ça, on peut dire... Tout ça pour en arriver là. Non, c'est une plaisanterie. Bon, alors, voilà. Et nous arrivons avec le premier mouvement inter-art. Ça regroupe tout artiste qui vient, devient un artiste multiple. C'est la première fois que dans l'histoire de l'art, les artistes font tout. Ils peuvent faire aujourd'hui, il a envie de faire de la sculpture, il fait de la sculpture. Dans 2 ans, il fera de la poterie si ça lui fait plaisir. On a les gens qui passent d'un art à l'autre. Ce qui veut dire, et on le sent venir, ça, on le pressent, rien qu'en le disant, on va bientôt avoir la photographie plasticienne. Les premières photographies plasticiennes, c'est pas les années 2000 ou 80. Les premières années plasticiennes, c'est 1920. Alors on va voir ça. On continue. Donc le Bauhaus, hein, on a surtout des photographes qui viennent de l'Est, notamment des photographes hongrois. Là nous avons l'un des plus célèbres, László Moly-Nagy, hein, qui lui travaille sur des portraits et qui commence, et qui va annoncer André Gerzes, des déformations à l'intérieur de l'image. On continue. Là voilà, ici c'est toujours sur le Bauhaus, hein, c'est un exemple. C'est la première
photographie plasticienne que l'on a de l'histoire de la photographie. C'est une photographie due à un Hollandais, un dénommé Paul Citroën, qui représente un espace urbain avec des immeubles. Hein. Alors donc, photo plasticienne, donc mélange des arts. Hein, nous avons à l'intérieur du graphisme. Alors c'est un collage d'abord, mais nous avons du graphisme, nous avons des photographies qui sont mélangées. Donc maintenant on arrive sur les mouvements de révolte, hein, le mouvement Dada. Alors donc ça pousse au niveau de la création, au niveau du foisonnement des idées. Le mouvement Dada, et oui, enfin, l'art se féminise, c'est-à-dire enfin nous avons en nombre important des photographes qui rejoignent messieurs les photographes. Donc là, pareil, dédoublement de la personnalité. On a évidemment des objets qui sont détournés, hein, une photographie dramatique dans l'histoire, bien sûr, mais ce n'est pas une photographie. Hein, La Fontaine de Duchamp, qui est en réalité un